14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer 2 heures ensemble sur Sud Radio et on va parler des parents et des amants. Et oui, être les deux à la fois, c'est sans doute un des moments les plus compliqués dans les histoires d'amour. Et une des premières raisons qui fait qu'on va consulter un sexothérapeute, tant c'est compliqué pour l'un ou l'autre, quand ce n'est pas pour les deux partenaires, de maintenir le désir après l'arrivée des enfants. Alors curieusement, c'est pas tout à fait la même chose pour les femmes que pour les hommes. Si l'homme perd son désir, c'est plus souvent durant la grossesse ou après l'accouchement, mais c'est quand même plutôt une minorité, tandis que chez la femme, elle peut perdre le désir après la naissance généralement de son dernier enfant, comme si elle s'était programmée à avoir un certain nombre d'enfants. Et puis à cela s'ajoutent bien des paramètres que nous allons analyser en compagnie de Philippe Parlin, qui est sexothérapeute et qui pourra d'ailleurs vous donner des conseils très pratiques pour retrouver le chemin du désir. Mais ce qui est certain, c'est que le plus souvent, la sexualité des femmes va évoluer après la naissance d'un enfant. C'est moins vrai chez l'homme, donc il y a aussi un réajustage à faire peut-être dans le couple. En tout cas, c'est grâce à vos témoignages qu'on va avancer ensemble. Donc, rejoignez-nous tout de suite au 0826 300 300. Vous pouvez également envoyer un SMS. Vous envoyez Brigitte au 7 20 18. Merci d'être avec nous, Philippe Parlin, pour un vaste sujet qui est peut-être une des raisons essentielles des consultations en sexo. Alors, peut-être pas, en tout cas, c'est pas le cas dans mon cabinet, mais c'est un sujet extrêmement important parce que c'est pas le cas parce que les gens ne jugent pas toujours utile de consulter parce que c'est justement intégré comme normal et toutes ces problématiques normales, souvent on les laisse un peu pourrir trop longtemps. Alors c'est vrai que de toute façon, c'est un moment qui peut être très compliqué. Alors il y a déjà la sexualité pendant la grossesse qui va être d'un couple à l'autre extrêmement différente. Il y a des femmes qui ont extrêmement envie pendant la grossesse, puisque ça dépend du trimestre aussi, d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement puissant pendant la grossesse, et puis tout d'un coup, il y a quand même la naissance, ou quand même... c'est pas rien. C'est pas rien. Donc va y avoir la réhabilitation physique, c'est-à-dire il faut que ce corps il se retrouve, qu'il soit plus douloureux, et il y a aussi... il y a la période d'allaitement aussi qui coupe le désir. Toute cette fusion entre la maman et bébé, notre corps et notre cerveau est très très bien construit. C'est-à-dire que à ce moment-là de la vie de la femme et de l'enfant, la priorité, c'est certainement pas la sexualité. Donc, tout est fait, tout est mis en place pour que la libido de la femme ne vienne pas la déranger, qu'elle puisse complètement se consacrer à son nouveau-né. On le rappelle, on a fait d'ailleurs une émission là-dessus en début de semaine. La sexualité n'est pas indispensable et donc, à ce moment-là, toute la priorité est faite dans prendre soin de l'enfant et prendre soin. Et le passage est compliqué. Des fois, il se fait naturellement ou au bout d'1 mois et demi, 2 mois, il y a pas de chiffre exact, mais le couple va finir par se retrouver. On dit quand même que si au bout d'1 an, la sexualité n'a pas repris dans le couple, il faut quand même en parler. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a des étapes, mais la sonnette d'alarme, moi je dirais déjà après 9 mois, il faut vraiment commencer à y réfléchir sérieusement parce que oui, il faut quand même qu'à 1 an, la sexualité ait pu reprendre. Et reprendre, c'est pas juste l'avoir refait une fois. Reprendre, c'est retrouver du désir, retrouver un rythme, en sachant que la présence de bébé, et on va en parler pendant toute cette émission, alors quand il n'y en a qu'un, parce que quand il y en a plusieurs, c'est encore plus compliqué, la présence de bébé, c'est extrêmement complexe. S'il ne fait pas ses nuits, les parents ne font pas leur nuit non plus. Donc de toute façon, entre la fatigue, entre le chamboulement, entre les hormones, etc., il est souvent difficile pour la femme de trouver une fenêtre où tout est aligné, l'enfant est calme, le monsieur est là, son désir est au rendez-vous et par chance, on a un peu de temps devant nous. Donc oui, c'est un parcours du combattant, mais voilà, on va essayer d'en parler avec humour parce que je vois bien que malgré tout le monde y arrive,
c'est un peu compliqué, mais je pense que les auditeurs vont nous apporter plein de leur manière à eux, de leur technique pour justement sortir de ça. Oui, alors il y a peut-être deux choses importantes à dire déjà. D'abord, comme je l'ai dit dans l'intro, la sexualité d'une femme va sans doute être bousculée, parce que c'est pas rien d'avoir eu un enfant, D'abord, la grossesse, c'est pas rien. L'accouchement, c'est quelque chose de très intéressant sur le plan corporel. Il y a même des femmes qui ont des orgasmes lors de l'accouchement. C'est rare, mais c'est très tabou. Et ça peut être une révélation étonnante. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que tout d'un coup, notre partenaire, qui était notre amant, notre maîtresse, notre amoureux, etc., devient un parent. Père. Et donc, on voit d'ailleurs des couples qui s'appellent papa-maman, et ça, paraît-il, c'est pas très bon. C'est pas très bon pour la sexualité. Donc, tout d'un coup, comme disent certains psys, je ne sais pas si c'est une expression, mais c'est qu'ils sont plus 2 dans le lit, ils sont 6. 2, 4, 6, oui, c'est ça. Les parents de l'un, les parents de l'autre, et eux, quoi. Oui, alors, en tout cas, moi j'aurais tendance à me résumer à dire qu'on est déjà 3, ce qui est déjà beaucoup parce qu'on n'a pas envie de le faire avec l'enfant. Donc, oui, quand par exemple les appartements sont petits. Les appartements sont petits. Beaucoup de femmes sont fusionnelles avec leur bébé. Et donc, voilà. Et puis, les premiers mois, il y a aussi une simple logique que c'est plus facile d'avoir le bébé, alors juste à côté du lit par exemple, mais pour être un peu moins réveillé, avoir juste à le prendre et lui donner le sein sans se lever, aller dans sa chambre, etc. Il y a un côté qui fait qu'on est 3 dans la chambre. On va pas dire dans le lit, mais on est 3 dans la chambre. Donc c'est vrai que ça complique l'intimité, même si le petit bout à côté, ça le dérangerait pas, mais c'est quand même pas, pour les parents, très facile, très confortable. Donc, il y a quelque chose qui se crée avec cet enfant, un peu comme s'il venait empêcher. Et voilà, ça va être c'est trouver la bonne distance du triangle. Il prend toute la place, ça se comprend d'ailleurs. D'une ligne droite où on a 3 points alignés avec un point au milieu qui est l'enfant, il faut recréer un triangle où il y a quand même d'un côté les parents et de l'autre côté l'enfant. Et ça peut mettre du temps à reprendre la forme d'un triangle. Parce que le triangle, ça veut dire que le 3e point est devenu autonome. Et l'enfant, il ne devient pas autonome en 2 mois. Ça, c'est clair. Et puis, on sait aussi que les couples qui ont fait l'impasse de la sexualité durant la grossesse ont plus de mal à retrouver justement une sexualité. Parce que ça fait déjà plus de généralement 11 mois qu'il n'y a pas de sexualité. Donc... Et puis, il y a aussi des hommes qui ont assisté à l'accouchement et qui ont essayé de voir... c'est pas toujours bon signe. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de voir pour justement retrouver le désir. Et d'ailleurs, il faut dire aux femmes, si vous n'avez pas envie que votre mari soit à l'accouchement, respectez-vous, parce qu'il y a une mode qui est un peu en train de passer, mais il y avait une mode où il fallait que le père soit là, que ce soit lui qui coupe le cordon. À chacun sa liberté de... Oui, il faut vraiment que ce soit votre couple qui décide de comment ça va se passer. Bon, alors, je veux dire, à partir du moment où ça se passe bien, parce que bien sûr que c'est l'enfant et plein de choses qui décident de comment ça se passe et qu'on n'a pas toujours le choix. Mais en tout cas, la présence de l'un, c'est quand même à vous, madame, de le décider. Et c'est vraiment très important. Et je dis encore à beaucoup des couples, c'est très important que la sexualité soit solide avant l'arrivée de l'enfant. Parce que l'enfant, de toute façon, va la fragiliser. Donc, si elle ne fonctionne pas et qu'on a fait un enfant là-dessus en pensant que ça allait permettre, en tout cas, de ne pas y penser, le problème, c'est qu'on va le retrouver derrière et amplifier. Donc, c'est très important qu'un couple qui décide d'avoir un enfant soit déjà un couple qui a une sexualité établie, en tout cas, s'il souhaite en avoir une après. Exactement, c'est peut-être le premier conseil qu'on peut donner. Philippe Arlin, on se retrouve dans un instant. C'est Bruno qui va prendre la parole, qui a quelques enfants et qui arrive quand même visiblement à maintenir une sexualité dans le couple. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Philippe Arlin, sexothérapeute, on évoque la sexualité des parents et on va écouter Bruno qui est parent. Vous avez plusieurs enfants, je crois, Bruno, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Oui, bonjour Bruno.
Voilà, j'ai 5 enfants, quand 2 même. d'un premier mariage et 3 d'un second mariage. Et donc les 3 derniers ont 7, 5 et 2 ans. D'accord. Alors justement, Donc, déjà, c'est votre assez rapproché, tout ça. votre premier mariage, est-ce que vous avez su maintenir la sexualité après la naissance des 2 enfants? Oui, il a fallu du temps, mais il y en avait 2, donc c'était plus simple, même s'ils étaient rapprochés. Donc c'est revenu, je dirais, sur les fréquences d'avant grossesse, à peu près 1 an et demi après. Vous voyez, dans retrouver quelque chose d'assez naturel, ça a pris 1 an et demi. D'accord, donc c'est plutôt bien. Voilà. Et là, c'est plus compliqué? Ouais, c'est un peu plus long parce qu'ils sont 3, que chacun est demandeur à différents moments de la journée et de la nuit. Donc, par exemple, s'il y en a un qui se couche tôt, il y en a un autre qui va se coucher tard, donc on va devoir s'occuper de lui, ou en tout cas faire des activités. C'est pas coucher à 20h tout le monde et lever tout le monde à 8h. Donc, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, et oui, ça peut mettre une distance. Et en plus, moi, je dirais que entre guillemets, je suis pas demandeur spontané dans ce domaine-là. J'adore la sexualité et j'adore avoir des rapports intimes, mais oui, vous êtes dominé par la pulsion qui s'invite. Oui. Exactement. Mmh. Et donc, par exemple, dans les premiers mois qui suivent l'accouchement, là, même moi, je vais être entré en stand-by parce que je vais être concentré sur le bébé. Moi-même en tant que mec, donc j'aurais pas de pulsion en disant non, j'ai un désir à assouvir, faut que j'y aille du tout. Mais tant mieux. D'ailleurs, moi, j'ai même le syndrome un peu de la couvade, c'est-à-dire que je prends un peu de poids à chaque grossesse. J'ai un petit ventre qui s'arrondit, donc non, je suis très papa poule, donc voilà, je suis très investi. Mais si elle est dans le même mood que vous, tout va bien. Ouais, tout, voilà, faut qu'on soit dans le même mood. Mais c'est ça, on va dire que traditionnellement, je dirais, on a plutôt souvent l'impression que c'est le monsieur qui va revenir un peu plus vite à la charge en disant, en fait, moi, j'ai besoin. Ouais, moi, c'est pas trop le cas. Donc. Voilà, ou pas. Mais on va dire que c'est un stéréotype. Donc tout stéréotype peut être démontré inversement. Et donc, moi, il faut que je sois dans un bon move. Et je dirais par rapport à ma spontanéité, moi je suis assez dans la spontanéité, je déteste tout ce qui est organisé ou programmé, c'est quelque chose qui me plaît assez peu et encore moins dans l'intimité. Donc ça c'est ma nature initiale et spontanée. Je suis plutôt dans l'improvisation et dans l'instant, et sauf que là non. Là avec trois jeunes enfants, plus 2 grands qui sont... Ou alors c'est qu'on a renoncé. Parce que voilà. Ou alors, la spontanéité, ça veut dire renoncer, quoi. Oui. Alors donc, faut programmer un peu. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, parce que une fois qu'on a baissé le rythme, ou 2 fois que j'ai baissé le rythme, moi-même, d'ailleurs, je vais avoir moins faim. Ça, c'est un peu un truc où moins on le fait, plus ça peut disparaître un peu naturellement. Donc, je dis pas faut se forcer, je dirais pas jusqu'à là, mais en tout cas le programmer et l'avoir en tête. Donc déjà, la première chose, c'est que de toute façon, c'est pas resté une lettre morte ou un non-dit dans le couple. Il n'y a pas eu un truc de chacun de son côté qui s'inquiète éventuellement sur le fait qu'il y ait une fréquence qui est largement baissée et que chacun rumine en disant en fait est-ce que c'est moi, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est lui, d'en retirer des conclusions. Donc on en parlait assez ouvertement du fait qu'il y en avait plus beaucoup, voire plus du tout pendant quelques mois, et pas sous forme de reproche déjà, c'est un constat et en expliquant quelle était la situation. Et après la seule façon entre guillemets de s'en sortir et précisément oui c'est de remettre des rendez-vous quand on arrive à refourguer les uns et les autres à droite à gauche et qui sont moins nombreux et qu'on va être plus tranquille pendant un certain temps. Donc et ça veut dire qu'en gros quand on a cet espace-temps, il n'est pas tous les soirs, mais il faut pas louper le coche, voire même il faut le provoquer d'abord. Il faut le programmer. Programmer. Parce que ce que vous dites, on sent que c'est un couple qui fonctionne bien, vous parlez ensemble, etc. Mais c'est un couple où ni l'un ni l'autre n'a réellement un désir qui
qui est très présent, comme ou qui s'impose. Ou qui s'impose. Et donc, forcément, c'est assez facile, avec la fatigue que représente quand même une vie de couple avec 3 enfants, dont un qui a 2 ans, c'est quand même... Donc, c'est très facile de ne pas avoir envie, et c'est assez normal même. Il ne faut pas oublier que la fatigue est un tue-désir. Hein. Quand on est fatigué, on n'a pas envie de faire l'amour. Ou alors, il faut vraiment être dans la pulsion. Mais si vous ne programmez pas, il y a peu de chances, en effet, que l'un ou l'autre soit éveillé par son désir. Donc c'est important quand même de vous retrouver pour un moment d'intimité au moins un peu plus sensuel et un peu plus... Sinon, vous risquez à un moment donné de complètement éteindre... Alors je sais que Philippe Arlin insiste toujours sur le fait que le désir n'est jamais mort, mais parfois il est tellement souterrain que c'est très compliqué de le réveiller. Et j'insiste aussi beaucoup sur l'idée qu'il est important de programmer, parce que si on veut de la spontanéité, comme en plus le désir il se manifeste pas chez l'un et l'autre au même moment, que les enfants ils décident d'avoir leur rythme à eux, si on est spontané avec notre désir, on va être spontané avec notre chasteté, hein, parce qu'il n'y aura jamais les 3 éléments qui vont fonctionner ensemble. Donc il y a un moment, il faut caser les enfants, et il y a un moment, il faut se donner suffisamment de temps, c'est-à-dire avoir vraiment une soirée pour naturellement que l'envie des deux soit là de profiter ce moment de détente. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de tension dans le couple, ça veut dire... Donc, avoir une sexualité quand on est parent, c'est un art. Ça se travaille, c'est pas juste comme ça un truc facile, parce que... Ou alors, ça veut dire qu'on a les grands-parents qui sont à côté et que les enfants sont une nuit sur 2 chez les grands-parents. C'est pas mal aussi, hein. Vivre, en fait. Oui, voilà. C'est un art de vivre. Oui, non, mais c'est quand même important, parce que quand le désir s'évanouit, et à un moment donné, on devient un couple d'amis, de parents, et ça risque parfois de provoquer une étincelle ailleurs. C'est ça le risque. Hein. Mais de toute façon, c'est aussi au sens large de se retrouver aussi soi-même. Parce que finalement, quand absolument, c'est vrai. On a une relation intime. Moi, je me retrouve aussi face à moi-même et face à des pans de moi-même qui sont présents mais disparaissent un peu, mais qui n'apparaissent qu'à ce moment-là. Qui passent à l'arrière. Exactement. C'est vrai que sinon vous devenez papa et vous n'êtes plus un homme. Absolument. Alors, ce que j'adore, par ailleurs, je suis passionné par ça et j'adore, mais c'est pour ça aussi qu'on a en parallèle, et pour ça que je prends cet exemple, des activités personnelles aussi, ou uniquement personnelles. Par exemple, moi, il m'arrive une fois par mois d'aller une soirée avec des amis. Ça va être une soirée que pour moi, avec des amis, dans un contexte totalement différent. Et ma femme a aussi, une fois par mois, une soirée dans laquelle elle va aller avec elle-même et elle fait quelque chose qui lui plaît que pour elle en tant que femme. Et ça vous reconnecte. Programme, on ne s'oublie pas. Parce qu'en plus, moi, j'aurais naturellement ça à faire. Parce que quand je m'occupe de mes enfants, je m'oublie totalement. Je suis totalement dévoué. Ça m'éclate beaucoup. Je prends beaucoup de plaisir et j'ai une joie immense. Mais on ne peut pas s'oublier. Voilà, c'est l'important de ne pas s'oublier soi-même et le couple en particulier. L'homme désirant en vous, il est plus là quand vous êtes parent. La priorité quand on est parent, c'est pas l'homme désirant, c'est pas d'assouvir votre sexualité. Par contre, quand vous vous retrouvez dans un contexte, et c'est là que c'est très important, à l'extérieur avec vos amis, vous êtes cet homme qui est pas parent, justement, qui est ami, qui est plein de choses, qui donc a une libido, et donc très naturellement, c'est comme une manière de se rappeler qui on est et les envies qu'on peut avoir et qu'on oublie un peu dans le quotidien très agréable, certes, de la parentalité. Absolument. Écoutez, merci Bruno, parce que je pense que votre témoignage parle à beaucoup de gens, et c'est vrai que c'est pas spontané le désir lorsqu'on est parent, donc un peu de travail. Il faut créer des fenêtres de tir. Si on veut encore tirer. Bon, on va se retrouver dans un instant avec le Love Conseil. Quels sont les 3 plus grands obstacles au plaisir? Vous le saurez dans un instant. On va jouer également avec Lélo, et puis on va écouter Isabelle aussi dans un instant. Alors elle, c'est le contraire de Bruno. Sa sexualité n'a pas pâti de l'arrivée des enfants. Elle nous racontera pourquoi. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Alors Philippe Arlin, j'ai trouvé 3 obstacles au plaisir, la haine, la peur, la culpabilité. Alors je m'explique, la haine, c'est une colère qui va se déverser sur l'autre sexe. Alors ça peut être on en veut à tous les hommes parce que y en a un qui nous a fait beaucoup de mal, ou on en veut aux femmes à cause de blessures en tout cas qui n'ont pas été soignées. Et c'est vrai que c'est réellement un grand obstacle au plaisir, et c'est un grand obstacle à l'harmonie du couple, parce que si on a de la haine pour l'autre sexe, forcément, à un moment donné, on va détester notre partenaire, peut-être inconsciemment, mais ça va être un vrai obstacle à une sexualité épanouie. Vous êtes d'accord là-dessus ? Oui, complètement. Alors, plutôt que d'en vouloir à son partenaire, on devrait comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a un tel rejet des hommes ou des femmes. C'est donc souvent nécessaire d'aller faire un travail. Alors la peur, elle peut être multiple. Ça peut être la peur pour les hommes, par exemple, de ne pas être à la hauteur. Pour les femmes, c'est peut-être plutôt la peur d'être jugée, ou qu'on n'aime pas son corps, donc on va nous trouver pas belle, etc., etc. Et toutes ces peurs, forcément, ça crée des inhibitions, ça laisse le contrôle qui s'installe, et donc ça empêche le lâcher prise pour le ressenti du plaisir. Vous êtes d'accord aussi ? Oui, toujours. Ouais. Et alors après, il y a ce que j'appelle la culpabilité, qui repose souvent sur la culture et l'éducation qui ont été reçues, mais aussi sur des expériences qui ont peut-être été mal vécues, mal digérées. Et c'est un ressort assez curieux, parce que ça permet de se donner de l'importance, dans le sens où en se sentant coupable, on a une certaine responsabilité. Mais en attendant, ça permet pas de faire la paix avec son passé. Et pour vivre le plaisir, il faut rester dans le présent et ne pas ressasser des choses qui sont passées. Donc voilà, c'est pour ça que ces trois choses, haine, peur, culpabilité, sont réellement des vrais obstacles au plaisir et à l'harmonie sexuelle dans un couple. Je rajoute le doute qui vient se mélanger, mais le doute, quand il va venir s'insinuer sur la sincérité du désir de l'autre, sur la sincérité de ses sentiments, ce doute est insidieux et nous referme, parce qu'on ne croit plus. Et comme on ne croit plus que l'autre est dans le désir, oui, alors on va peut-être développer de la peur, mais on est avant tout dans le doute quand il y a ça permet pas la confiance, évidemment. Et voilà. Et quand il n'y a pas de confiance, c'est compliqué de s'abandonner à l'autre, évidemment. Et puis c'est le moment de jouer avec Sud Radio et avec Lelo. Et qu'est-ce que vous gagnez cette semaine ? Vous le savez maintenant, vous gagnez ce stimulateur clitoridien Scylla Cruz de la marque Lelo. Il est tout mauve et il dispose de 8 intensités d'ondes soniques. Et ça stimule évidemment toute la zone vulvienne, et particulièrement, évidemment, le petit clitoris. Petit, je ne sais pas pourquoi je dis petit d'ailleurs, il n'est pas si petit que ça. Ne demande qu'à grandir. Oui, absolument, ne demande qu'à grandir, et très grand par rapport au plaisir. Bref, en tout cas, vous avez envie de le gagner, vous vous inscrivez, Brigitte, au 7 20 18 par SMS, vous vous inscrivez, et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Bonne chance à tous. Isabelle, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Brigitte. Bonjour Isabelle. Donc ça fait plaisir d'entendre des femmes qui ont réussi à maintenir leur sexualité en étant parents. Racontez-nous un peu. J'avais ma fenêtre de tir, justement. Ah, voilà. La fameuse fenêtre de tir. On est bien d'accord. Et comment vous faisiez alors ? Des magnétoscopes, on enregistrait un dessin animé. Je leur préparais des céréales avec du lait, donc c'était froid, il n'y avait aucun problème. À l'époque, d'ailleurs, c'était la bande à Disney, je me souviens très bien, et ça durait pas mal de temps. Et comme moi, j'adorais prendre le déjeuner au lit le matin et faire un câlin après, c'était impeccable. Et ils ne sont jamais dérangés, parce qu'une fois qu'ils étaient dans la bande à Disney, on savait qu'on avait une fenêtre de tir pour 2 heures. Donc, si je comprends bien, vous aviez donc le matin, au moment du petit déjeuner, vous prépariez tout et vous mettiez vos enfants face à leur bol de céréales et de lait et du dessin animé, et hop, on se réfugiait dans la chambre avec le papa pour un petit moment à soi, et jamais il y a eu ils sont jamais venus, maman, il manque du lait ou je ne sais quoi. Non, jamais. C'était bien prévu à l'avance. C'était sa règle, ils étaient tout à fait contents. C'était leur plaisir du dimanche, et c'était notre plaisir du dimanche. Et bon. Donc c'était que le dimanche.
Bah, c'est déjà pas mal. Bah, hein. c'est déjà bien. Oui, oui. J'allais dire, il y avait le dimanche, mais après, tout était quand les enfants étaient à l'école, si on rentrait un peu plus tôt, pendant les vacances, évidemment, quand on avait amis, là on mettait les... On va essayer de vous retrouver un petit peu parce que on vous entend mal. a un son qui n'est pas très bon. En tout cas, ce qu'on entend déjà, Philippe Arlin, quand la femme a vraiment pas envie de laisser la sexualité de côté, en général, hein, c'est Ah bah elle trouve. c'est bien peut-être sûr. plutôt la femme Mais qui est. oui, parce que c'est quand je dis que le désir ne disparaît jamais, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est une histoire de pile de dossiers prioritaires. C'est-à-dire que si pour la femme, le dossier prioritaire, c'est ses enfants, ça lui viendra pas à l'idée d'avoir un plaisir égoïste avec son mari et de laisser les enfants devant la télé à regarder un dessin animé. Si naturellement, elle considère qu'elle aime ses enfants tout à fait respectablement, mais que elle n'est pas question d'y laisser son désir et que le dossier sexuel est assez haut dans la pile, eh bien, elle se débrouille à te faire cohabiter les deux. C'est vraiment... alors... Je vais pas dire c'est des choix parce que les auditrices diraient ben moi j'ai pas choisi, c'est comme ça pour moi, etc. Mais dans la réalité, oui, c'est en fonction des priorités. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui n'ont pas de sexualité parce qu'elles ne veulent pas s'éloigner de leur enfant. Elles ne veulent pas le confier à quelqu'un d'autre. Elles ne veulent pas même le confier aux grands-parents. Donc du coup, l'enfant est tout le temps là. Donc là, c'est compliqué. Oui. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes l'auteur de ce livre « Libérez votre désir ». C'est en poche aux éditions de la Musardine, un livre d'ailleurs que beaucoup de femmes et d'hommes ont lu et qui a fait beaucoup de bien au couple, hein, dans lequel vous donnez des conseils très très précieux pour justement retrouver ce désir sous la pile des dossiers. Ouais. Isabelle, on vous retrouve. Donc vous finalement, j'imagine, vous avez eu une sexualité durant toute la grossesse. Ah oui, quasiment jusqu'au bout. C'était vraiment les meilleurs moments parce que, enfin, dans mon corps, tout était sublimé et c'était super. C'était vraiment très, très, très physique et très agréable. Et c'était important parce que j'avais un mari qui était très demandeur. Et si jamais on faisait pas l'amour pendant trop longtemps, il devenait vraiment désagréable. Donc, on était en phase, c'était bien. Oui, mais vous faisiez l'amour parce que vous en aviez envie, pas pour qu'il soit agréable. Aussi. Hein, on est d'accord. Après, ça m'est arrivé dans le futur de le faire parce que, ben voilà, au moins il était tranquille. Après, moi, ça me déplaisait pas, donc il n'y a pas de problème. Bien sûr. De temps en temps, on peut le faire, on peut faire plaisir aussi à l'autre. Bien Ah, sûr, oui. bien sûr. Il y a pas, de toute façon, on a la liberté de faire ou de pas faire. Hein. Il faudrait peut-être se le rappeler plus souvent quand on parle de sexualité, parce qu'il y a quand même beaucoup d'injonctions maintenant dans la question de la sexualité qui sont pénibles. Et donc, vous avez finalement pratiquement pas arrêté de faire l'amour, peut-être 1 mois, 2 mois après l'accouchement quand même. Oui, tout à fait. Dès que j'étais en forme, hein, le premier, ça s'est pas bien passé, mais le deuxième, ça s'est passé excellemment bien, donc il n'y avait pas de problème. Ouais, c'est ça, ça a repris tout de suite, quoi. Mais c'était important pour nous parce que il y avait beaucoup de problèmes qui se réglaient sur l'oreiller, et donc c'est notre façon à nous de nous réconcilier. Et bon, après, les enfants n'ont pas pâti parce que, évidemment, quand ils étaient en vacances, on se rattrapait. Mais je trouvais des occasions. De toute façon, il faut, comme vous disiez tout à l'heure, il faut vraiment se les provoquer parce que sinon, on n'y arrive pas. Mais j'avais la chance d'avoir un mari qui était toujours en phase. Donc, quand moi, j'étais dispo, que j'arrivais à me libérer par rapport aux enfants, eh ben, allez hop. Comme les scouts, toujours prêts. Toujours prêt. C'est ça, oui. Non, mais ça, c'est important aussi, parce que quand les deux ont des fluctuations de désir, pour arriver à se retrouver au bon moment, c'est plus compliqué. Ah, mais c'est là que c'est vraiment complexe, et c'est là que ça pose question pour beaucoup de couples, parce que si on devait faire un sondage, je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui, après un accouchement, n'ont pas votre désir de retrouver de la sexualité, qui sont pas pressées. Et c'est là que c'est compliqué. C'est des aider à retrouver le chemin du désir dans la complexité d'un troisième qui vient d'arriver et qui prend beaucoup de place. Tout à fait, mais là je pense honnêtement que aussi l'homme a vraiment un rôle à jouer. Bien sûr. Parce que il y a des fois où vraiment j'avais pas du tout envie, mais après il suffisait qu'il fasse ce qu'il faut, quelques caresses, quelques câlins, etc. Et ça me mettait en phase. Mais de moi-même j'aurais pas demandé, si vous voulez. Donc, et d'ailleurs c'est un problème actuel parce que beaucoup d'hommes n'osent pas aller bousculer un petit peu la nouvelle mère, hein, la maman qui vient d'avoir un bébé et
ne pas vouloir du tout la bousculer. Alors, il n'est pas question évidemment de lui sauter dessus sans son consentement, mais il faut aussi un petit peu aller la bousculer parce que sinon, il y a des femmes qui n'ont plus du tout, qui ne retrouveront pas leur désir. Oui, et puis la bousculer non pas dans j'ai des envies, faut que tu t'occupes de moi, mais la bousculer aussi en gardant à l'esprit que on la bouscule pour elle. C'est oublie pas la femme en toi, oublie pas ta capacité à prendre du plaisir, oublie pas ça, c'est prends soin de toi. Parce qu'on va bousculer la femme en disant refais du sport, refais ceci, fais attention à toi, etc. Mais retrouve ta sexualité, devrait faire partie des injonctions. C'est sûr. J'ai toujours pensé que c'était très important de rester une femme tout en étant une maman. Bien sûr. Pour moi, c'était fondamental. Et après, c'est pareil, la maternité, on en fait toute une histoire. Bon, ça, il y a des femmes qui accouchent au bout d'un champ et qui repartent le lendemain. Et maintenant, on croirait que c'est des petites choses fragiles qu'il ne faut plus toucher pendant des mois. Bon, je sais pas. Alors, en même temps, ça me fait sourire ce que vous dites et je suis plutôt d'accord avec vous. Mais vous avez quand même certainement un rapport à votre corps extraordinaire et vous avez certainement une puissance d'éveil, d'élan vital qui fait que pour vous, ça s'est passé relativement, même si j'ai bien compris que le premier, c'était pas si facile que ça. Mais il y a quelque chose, il y a certainement une grande force vitale chez vous. Oui, je suppose, mais il y avait aussi dans le fond de ma tête que j'étais une mère, certes, mais c'est pas parce que je devenais mère que je n'étais plus une femme. Oui, mais vous voyez là, vous nous donnez raison sur ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est vrai que c'est important de le rappeler. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir une sexualité. Vous en aviez besoin. Et à partir du moment où il y a eu un enfant, il n'était pas question que le fait d'avoir un enfant vous coupe de ça. Donc, votre sexualité, elle était déjà épanouie avant. Oui, voilà. Et donc, ça fait partie de vous. Et je dirais même sans doute que le fait d'avoir été mère vous a rendue encore plus puissante. Plus sensible, c'est sûr. Plus sensible, plus puissante, je ne sais pas, mais plus sensible, beaucoup plus, oui. Oui, en tout cas, ça vous a libéré encore plus dans votre sexualité. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Oui, parce que je parlais de la puissance au sens féminin, je ne parlais pas de la puissance virile. Vous voyez, je parlais bien de cette ouverture que ça apporte à des femmes quand elles ont eu des enfants. Il y a une sorte de puissance féminine qui s'empare d'elles. Bien sûr, mais j'ai rarement vu cette puissance se poser sur une femme qui n'était pas déjà en accord avec sa sexualité. Donc c'est vraiment dans un ordre, soyez heureuse dans votre sexualité et la maternité viendra prendre place au milieu de ça et elle viendra pas contredire, au contraire, elle viendra aider à l'épanouissement. Par contre, si on fait des enfants parce que de toute façon on n'est pas très bien dans sa sexualité et ça reste malgré tout une des raisons pour lesquelles on est avec l'autre, on a envie d'enfants, mais on n'est pas très sexuellement active. Ça va être très compliqué derrière, parce que d'abord parce qu'on aura ce qu'on veut, on aura l'enfant, et qu'on n'aura pas plus envie de sexualité, et on aura encore moins de raisons d'en faire, puisqu'on voudra peut-être plus d'enfants. Donc c'est dangereux De toute façon, c'est une réalité. Il y a des femmes qui ont envie de sexe parce qu'elles ont envie d'être enceintes et d'avoir des enfants. Et une fois que ça leur arrive, après ça s'arrête. Et c'est tout. C'est une réalité. Il faut pas la nier non plus. Et c'est vrai qu'elles n'en sont pas forcément conscientes, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend. Merci beaucoup Isabelle pour ce joli témoignage plein de vie. On fait une petite pause. C'est Léa dans un instant qui va nous raconter comment elle faisait pour prendre du temps pour ses retrouvailles d'amants. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Philippe Arlin. Nous parlons de sexualité, mais on parle de sexualité après l'arrivée des enfants, lorsqu'on est devenu parent. Comment on fait? Et c'est Léa qui va peut-être nous donner des conseils. Bonjour Léa. Oui, bonjour Philippe, bonjour Sylvie. Bonjour Léa. Alors, par où commencer, si ce n'est que pour qu'on puisse trouver des relations harmonieuses, je pense qu'il faut donner du temps. Et quand on a des enfants, le temps il est redistribué différemment. Donc, une des astuces, c'est que des fois les enfants vont chez les grands-parents ou chez les tantes, les oncles, etc. Et ça peut être, je sais pas, une espèce de rituel qu'on peut se donner par semaine sur un temps d'une soirée où ils ne sont pas là. Et là, du coup, ça permet d'avoir du temps pour être avec l'autre. Et je pense que ça, c'est déjà une des possibilités
pour avoir le temps de se retrouver, de se connecter et puis de Et alors, c'est intéressant ce que vous dites, Léa, parce que là aussi, on voit que c'est une question de société. Faire l'amour quand les enfants sont là, pour les parents, c'est presque compliqué. Alors qu'il y a des époques où il y a des époques où on était tous dans la même pièce et on faisait l'amour avec les enfants à côté. Absolument. Et donc ça, alors je dis pas encore une fois que c'est pas bien ou que c'est bien. Il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. C'est juste de montrer à quel point notre culture, suivant la société dans laquelle on vit, a une influence sur notre désir, sur nos envies, sur notre excitation, notre sexualité. Et vous avez raison. Alors, moi, je trouve qu'en fait, les deux sont compatibles. C'est-à-dire qu'on peut faire avec quand ils sont là ou quand ils ne sont pas là. Mais l'idée d'avoir une réflexion, de dire que on ne peut pas trouver, c'est déjà de se trouver un espace de respiration où ils ne sont pas là pour bien sûr. avoir des temps. Mais s'ils sont là dans l'appartement ou dans la maison, qu'importe, c'est possible aussi. C'est possible, mais c'est aussi en sursis, parce que si c'est encore un tout petit bébé qu'on l'entend pleurer, je suis pas sûre que ça va pas rompre le charme de la sexualité. Si c'est un enfant en bas âge qui vient pour rentrer dans la chambre, même si on a fermé à clé, ça va quand même, on va se dire oh là là, qu'est-ce qui se passe. Enfin, et c'est surtout, je pense qu'il y a une espèce de, après, peut-être que dans toutes les époques aussi, moi je pense, il y a une espèce de connexion aux enfants, c'est-à-dire que c'est comme avec le travail, des fois il faut savoir déconnecter, et quand ils sont là, c'est vrai, c'est très juste. Cette même possibilité de déconnexion. Et donc des fois, alors moi j'ai pu faire avec et sans, mais j'ai remarqué dans mon expérience que quand on a par exemple des soirées où on se dit, je sais pas, le lundi soir, c'est soirée pour nous, comme quand on se donne bien du temps pour aller faire du sport. C'est pareil. Et ça marche très bien. Non mais là, vous prêchez un convaincu. Et donc du coup, je trouve que c'est intéressant, même à travers toutes les époques, de dire, ok, c'est un temps où on peut rien faire, où on peut faire, mais il est libre, il est disponible. Et ça permet après de créer autre chose. Voilà. Oui. Et moi, je vois même dans ma petite province, là, à Poitiers, c'est quand même pas une très grande ville, mais je vois comment les gens s'organisent et je trouve ça très intéressant. Il y a de plus en plus des couples d'amis parents qui se relayent. C'est-à-dire, un soir, il y en a un qui prend l'enfant de l'autre, et puis la semaine d'après, c'est l'inverse, et ça leur permet à chacun d'avoir des vraies pauses, d'avoir des soirées, parce qu'ils sont sur Poitiers pour des raisons de boulot, les parents sont pas forcément là, les oncles sont pas forcément là, ils ont pas non plus les moyens à chaque fois de payer une nounou, et puis ils ont pas forcément la même confiance, et comme ils se sont retrouvés, j'ai 3-4 couples comme ça qui fonctionnent très bien. Ils se sont retrouvés à être parents à peu près en même temps. Oui. Et ils se disent voilà. Et puis quand il y a un concert, quand il y a une soirée, dis donc, qu'est-ce que ça te dit ? Est-ce que vous pourriez ? Et les enfants en plus s'entendent très bien. C'est un peu du coup, ils deviennent gamins et tout le monde s'y retrouve. Et ça se fait aussi vers chez moi, c'est-à-dire que les jeunes parents ils peuvent dire tiens, on fait une soirée, on va aller à un concert. Alors, des fois c'est des 4 adultes qui vont ensemble et puis après on inverse, les enfants sont contents de se voir. Exactement. Ça peut être, et puis là, faut pas être un peu à cheval sur les heures. C'est que mais faut le décider. Finalement, toutes les heures sont possibles. S'ils sont de 4h à 6h à la garderie, c'est 2 heures pour nous. Et s'ils sont chez les copains, c'est aussi nous qui sommes chez les copains. Où pour nous, en fait, l'idée, c'est de trouver des espaces-temps de partage dans une société. Mais vous avez raison, voilà. C'est un problème de temps. Et avec le travail, tout ce qu'il y a à faire dans le quotidien, etc., il faut encore du temps pour se retrouver sexuellement. Et on ne peut pas faire l'amour parce qu'on a 5 minutes entre deux portes. Il faut qu'on en ait envie, il faut que ça soit une priorité. Parce que sinon, ce temps, on va l'utiliser à se dire, moi, je veux me reposer, je veux bouquiner. Donc, il faut aussi garder, et c'est ça qui est compliqué, cette priorité du désir. Oui, et puis peut-être que du coup, en ayant pris cette priorité, après, les choses peuvent être distribuées autrement, parce qu'il y a une connexion qui se fait, et puis du coup, on se dit, ok, on l'a pas eu ce mardi ou ce samedi. Ah, mais c'est exactement ça. On aura d'autres choses, voilà. Vous voyez, et puis après, ça laisse la place à la lecture. Mais il y a un équilibre qui se fait dans tous les domaines. Le tout, c'est de trouver quel est le pourcentage qu'on veut allouer à ça. Et quand on a des enfants, il y a des choses qui diminuent un peu, mais on peut retrouver petit à petit, au fur et à mesure des âges, un jour, un soir, 1 heure,
3 heures, mais 1 heure, c'est possible de trouver 1 heure dans sa semaine pour se retrouver. Et je pense que c'est important aussi pour l'équilibre général de tout le monde. Ça crée de la complicité entre les adultes, ça aussi c'est très important, parce qu'on est un peu comme deux gamins qui se cachent, qui vont trouver une ruse pour être tranquilles et nous retrouver. C'est très important, ça nourrit énormément la relation du couple, cette Et complicité. ça peut faire du bien aux enfants aussi, parce que Bien du coup, sûr. il faut des personnes qui sont solidaires ou qui peuvent traverser ou s'autoriser à du temps. Et quand on s'autorise, on autorise aussi les enfants à aller bien. Donc après, c'est pas toujours facile, mais on le voit quand vous dites l'exemple des enfants ou des goûters d'anniversaire. Enfin, il y a plein d'occasions Mais qui oui. sont peut-être pas celles qu'on attend, mais d'autres occasions. Le tout, c'est d'être ouvert à d'autres possibilités que celles qu'on connaissait mathématiquement avant l'arrivée d'un enfant. Là, si on reste fixé là-dessus, on peut pas distribuer le temps de la même façon. C'est un peu utopique. Voilà. Oui, mais c'est essentiel ce que vous dites, et beaucoup de parents s'en sont rendus compte, mais c'est pas mal de le dire aussi à ceux qui n'ont pas encore d'enfants, parce que c'est une réalité, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a le premier enfant qui arrive, le temps, voilà, on sait, enfin, je sais pas, on n'a jamais calculé combien de temps ça prend par jour un bébé, mais Beaucoup, les nuits. mais oui, et la fatigue, du Je coup. pense que ça dépend aussi beaucoup de la maman. Oui, Oui, puis de puis ça l'enfant, il y a dépend des aussi enfants du qui cas font qui leur ont nuit. besoin. Oui, mais il y a un équilibre aussi qui se crée. Il y a des mamans qui confieront pas leurs enfants pour avoir une soirée tranquille, parce qu'elles sont bien Non. qu'avec leur enfant. Ah oui, mais là, Oui, mais ça alors- se pose une Alors, moi, question. je ben quand même. voilà. de ce genre-là, si vous voulez, mais avec l'expérience, si vous avez quelqu'un de confiance dans lequel vous sentez que il y a un appui, une compréhension, vous allez le laisser. Parce que, en fait, ce qui pose problème, Peut-être pas des enfants très très bas âge. Vous savez, il y a des. pas non plus à 2 mois, on les laisse pas mais tout Vous voyez, seuls, hein. c'est- heureusement. c'est- Non, non, je veux mais on dire, se une comprend, heure, évidemment. Une demi-heure, c'est hyper important parce que le Oui, soutien de son mais mari, bien il est- sûr. Bah, vous il est savez, primordial, en fait. on peut quand même, pendant que l'enfant fait dodo dans son berceau, vite se retrouver, et puis on a une bonne demi-heure facile, parce que quand Et ils puis dorment même bien, quand ils dorment ils sont bien petits. quand même. Hein. On peut charger Quand le ils sont biberon. petits à 6 mois, l'intimité, elle n'est pas remise en cause, entre Mais guillemets. bien sûr. C'est quand ils sont un peu plus grands où Oui. il faut faire attention. Ouais. Mais et là, quand ils sont un peu plus grands, Puis ils se c'est le réveillent tôt. soutien. Voilà, mais il faut redistribuer. C'est une évidence. Il faut redistribuer. Il faut le soutien. Il faut se comprendre. Se dire que des fois c'est pas simple, mais pour l'un comme pour l'autre. Et après avoir des amis, des personnes de confiance. Et quand on arrive à se reposer sur des personnes de confiance, on arrive à s'autoriser à avoir du temps pour nous. Voilà. Eh ben, merci Léa de nous avoir rappelé la nécessité du temps, mais c'est ça toujours, hein, pour tout, de toute façon. Oui. On a tous 24 heures par jour, c'est tout. Et Hein, donc, et c'est pas élastique le temps, donc ça s'organise. Quelles sont Absolument. nos priorités? On continuera dans cette deuxième heure à évoquer la sexualité des parents, et puis on recevra également Souhaite Dupont qui va nous rejoindre pour un livre avec un titre assez provocateur, Fille de pute. Elle nous racontera ça dans un instant. Et puis j'ai trouvé la devinette pour vous, Philippe Arlin, vous allez voir, elle est très très mignonne. Partant du principe que dans les contes, les princesses épousent les preux chevaliers, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je vous laisse trouver la réponse que vous ne trouverez pas, évidemment. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, vous êtes sexothérapeute. On évoque aujourd'hui le sujet de la sexualité des parents, une fois à l'arrivée des enfants, qui est je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais on sait qu'il y a énormément de couples qui vont s'éloigner à partir du moment où les enfants arrivent. Donc c'est un vrai sujet. Bon, on a plutôt eu dans la première heure des auditeurs qui s'en sont bien sortis. Solutions. Hein. Mmh. Mais comme vous le dites, je crois que c'est vraiment ça. Si la sexualité est présente et fonctionne bien, l'arrivée des enfants, bon, ça crée un Ça va perturber, mais ça ne va pas empêcher. Voilà. En revanche, quand la sexualité ne fonctionne pas bien, en effet, ça peut ensuite... C'est un refuge à ne plus en avoir. Absolument. Alors Iris est avec nous, elle va témoigner dans un instant, mais je crois que ça s'est bien passé pour elle aussi, mais je voudrais la réponse à ma jolie devinette. Je la trouve très mignonne pour vous, cette devinette. Partant du principe que dans les contes, c'est les princesses qui épousent les preux chevaliers, que peut-on en déduire? Alors que dans la vie réelle, les roturières
Épouse les roturiers? Non, vous adorez les chats, je crois. Hein? Il paraît. Alors, si les princesses épousent les preux chevaliers, elles donnent leur chatte au fort. Mon C'est Dieu. joli. Non, Oh, c'est- bah oui. reconnaissez que c'est Oui, mignon. oui. Elle Allez. est mignonne quand même. Oui. Hein, les preux chevaliers. Donc, elles donnent leur chatte au fort. J'adore. Oui, bah Mais alors me on va vous regardez la pas laisser. Ne me regardez pas comme ça. Mais je suis d'accord, vous ne pouviez pas trouver la réponse. Enfin, Bah, c'était non. difficile de trouver la réponse, mais c'est mignon quand même. Bon. Non, elle vous plaît Mais pas oui, Elle mais vous plaît si. pas Vous adorez les chattes Mais et les oui, chats. et les chats, Parce tout. qu'on ne se mépréhende pas. Et- Oui, j'aime tout. Soyons Et clairs. vous êtes un preux chevalier Chevalier, sexothérapeute. Voilà. Iris, bonjour. Bonjour Brigitte. Elle est mignonne, hein, ma devinette, Iris. Hein Il y a en plus un petit jeu de mots qui va bien, quoi. Bah oui, oui, exactement. Quand même. Bon. Écoutez, vous savez pas comment je me fatigue tous Mais- les week-ends pour trouver mes 5 devinettes de la semaine. Hein J'aurai ma petite larme tout à l'heure, Brigitte. Ouais, quand promis. même. Hein faut... Par Je solidarité. pourrais vous en glisser quelques-unes parce que mon patron en a, mais je m'en rappelle jamais en fait. Ah Bon, bah zut, il faut prendre dommage. des notes. Soyez gentils, soyez solidaires. Qu'est-ce que vous faites de la sororité Iris, qu'est-ce que vous faites de la sororité féminine? Soyez gentils, envoyez-moi des devinettes. Je vais dire de me faire une petite liste que je vous enverrai. Hein, vous allez sur Sud Radio, vous me faites une petite liste et puis je vous promets, chaque fois que ce sera une des vôtres, je vous rendrai cet hommage. Ah, c'est gentil, merci. Bah, c'est normal. Et puis d'ailleurs, je lance un appel à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez des petites devinettes qui sont mignonnes, originales, hein, parce qu'il y en a beaucoup, on les connaît un peu par cœur, et ben vous les envoyez et puis je serais ravie de les citer à l'antenne. Voilà. Bon, on n'était pas là pour parler des devinettes d'ailleurs. Hein. Donc vous avez trouvé aussi des moyens de vous retrouver pour faire l'amour? Oui, tout à fait. Effectivement, moi, ça m'est revenu assez vite. Votre l'envie de libido, faire vous voulez l'amour. dire? Oui, tout à fait. Oui, au bout d'un mois, j'avais repris une activité normale, en fait. Donc, Au bout d'un mois, oui, c'est plutôt, Ah oui. c'est plutôt bien, oui. Mais l'accouchement s'était très bien passé? Oh, oui, j'avoue. Ah bah J'ai oui, pas oui, eu oui. d'épisiotomie, Voilà, j'ai pas- c'est- Faut que Voilà. le corps dise oui quand même. C'est ça, le corps était revenu tout à D'accord, C'était d'accord. bien revenu à sa place, tout bien, pas de douleur, pas de... Mais merci. C'est important aussi d'entendre de temps en Ben, temps des bien femmes sûr. qui nous disent, moi, mon accouchement, ça s'est passé tout seul, mon corps s'est ouvert, le bébé est passé, j'ai pas été... Les planètes se sont alignées j'ai et pas ça s'est mis bien passé. 10 heures à souffrir. C'est important aussi qu'on l'entende parce que il y a quand même parfois un peu trop de messages catastrophiques sur le fait que c'est difficile, que ça fait mal, que c'est... Les contractions restent des contractions. Après, j'ai voulu au début dire, mais non, je voudrais pas la... La péridurale? Voilà, j'ai voulu dire, oui, je serais une femme forte et tout, mais non. Je l'ai pris au dernier moment. Oui, oui, oui. Bah, ça, c'est... Après, bon, il y a eu un petit tour de cordon autour du cou, ce qui fait que ça a été un peu stressant sur le coup, parce que je voyais bien que la sage-femme, elle était... Elle était inquiète, hein, c'est Ouais, normal. mais elle m'avait rien dit, elle avait arrêté le monitoring, tout, mais je sentais bien qu'il y avait un truc qui clochait plus ou moins, mais bon, tout s'est bien passé, tout va bien. Voilà. C'est là où on voit que c'est quand même important aussi d'accoucher à l'hôpital. Hein. De temps en temps, Oui. c'est aussi bien de le rappeler parce que Bien sûr, non, mais bien sûr. il y a au moins les personnes compétentes pour régler ce problème. Et donc, un mois après, oui, vous retrouvez le désir, l'envie. Oui, tout à fait. Tout Et va monsieur, bien. Monsieur aussi. était au rendez-vous? Oui. Ah, Oui. Super. Donc, il n'y a pas eu de soucis. Donc, moi, j'ai repris à mi-temps, au début. Le Donc, travail. Oui, tout à fait, le travail. Après, on va dire qu'au début, c'était quand même un peu stressant dans le sens où quand elle allait chez la nounou, la première nounou, la petite était maltraitée par son fils. Donc, on va dire qu'au début, oui, envie de reprendre, mais un peu inquiète pour ma fille. C'est Pendant, normal, oui. Voilà, ça a duré quand même 3 mois chez cette nounou. Donc on va dire que ça n'a pas été les 3 premiers mois les plus faramineux dans ce domaine-là parce que j'étais trop inquiète pour ma fille quand même. Et après, quand on a eu trouvé une très bonne nounou qui s'en est très bien occupée... Mais comment vous avez su, et heureusement d'ailleurs, mais comment vous avez su qu'il y avait un petit peu de... Maltraitance.
Mais déjà, chaque fois que j'arrivais chez la nounou, ma fille se mettait à pleurer dès qu'elle voyait la porte. Ah oui, donc déjà, Voilà. ça, bravo d'avoir vu. J'avais beau appeler n'importe quand dans la journée, quand elle était là-bas, elle pleurait. Je l'entendais pleurer derrière. Donc, j'ai bien senti que j'arrivais, elle pleurait. Donc, j'ai bien senti qu'il y avait un problème, quoi. Donc, qu'elle n'était pas bien, qu'il fallait absolument changer, quoi. Et après, puis, en discutant avec d'autres mamans qui étaient avec la petite, en même temps que la petite, effectivement, c'est là qu'on a découvert que le sien, qui était à peine plus grand, les tapait, quoi. Et que ça se passait très bien que quand il y avait le mari, en fait. Parce que le mari gérait son gamin, qu'elle ne gérait pas du tout. Il avait quel âge, ce gamin ? La mienne, donc, était toute petite. Elle avait 3 mois et le gamin, il avait 1 an. Ah oui. Bah ouais. Donc, voilà. Mais bon, il s'en prenait à tous les autres enfants. Ah oui, Et puis, il on n'avait va pas dire sa qu'elle- place. Et peut-être. Et puis même, elle était un peu trop près de sa personne à elle plutôt que s'occuper des enfants, malheureusement. Bon, heureusement, vous en êtes rendu compte. Oui, voilà. Ça a Et été compliqué vous pour les avez- autres minutes derrière. Mais, Oui, oui. Mais enfin là, j'espère qu'il y a eu un signalement quand même, parce que c'est quand même un peu embêtant que quelqu'un qui se prétende nounou soit incapable de gérer ça. Enfin bref. Ah oui, même au niveau de l'école, on en a même parlé à l'école et tout, pour plus tard, si ce gamin posait problème, on ne savait jamais. On en avait parlé un petit peu partout, quoi. Voilà. Donc, et puis, donc après, bon, ça s'est très bien passé. Donc, quand elle était chez une nounou qui était formidable, par contre, là, on peut rien dire. Elle nous la prenait la nuit, les week-ends. Ça arrivait que, on travaillait en décalé des fois, moi la nuit, lui le jour. Donc, on arrivait à se retrouver. Voilà, la petite était encore chez la nounou, où elle passait des week-ends entiers chez la nounou parce que on travaillait tous les deux et les mêmes horaires, plus ou moins. Donc on arrivait à se retrouver, ou alors elle était chez mes parents, ou voilà, donc ça nous laissait un peu de temps quand même. Oui, et on voit bien avec le témoignage d'Iris aussi, hein, quand l'enfant n'est pas là, c'est plus facile pour les parents. Il y a pas de doute. Hein, depuis tout à l'heure, c'est bien. C'est vraiment la bien présence de l'enfant qui perturbe, et même certains hommes me disaient qu'ils ont du mal rien que de savoir leur enfant à côté. Ils n'arrivent pas. Bien sûr, mais ça se comprend. Merci beaucoup Iris en tout cas, et dans un instant on va donner la parole aussi à Patrick qui lui va parler de la perte de libido de son épouse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin, sexothérapeute, est avec nous. Je rappelle que vous exercez à Poitiers, mais vous exercez également par Zoom. On peut vous consulter quand on veut, si on a des petits problèmes de sexualité, quel qu'il soit. Et aujourd'hui, on aborde la sexualité des couples de parents. Et c'est Patrick qui est avec nous. Alors jusqu'à présent, Patrick, on a eu plutôt des témoignages positifs. Merci de témoigner, parce qu'on va finir par croire que tout est facile. Que tout est facile. C'est pas tout, ça n'a pas été tout à fait votre cas, je crois. Hein. Tout à fait. Bonjour Brigitte, Patrick. bonjour Philippe. Oui, alors effectivement, ça n'a pas toujours été mon cas, dans le sens où après l'arrivée des enfants, ma femme a eu énormément de perte de libido et de confiance en elle par rapport à la prise de poids. Et puis, du coup, on s'est un petit peu perdu au niveau du couple. On s'est vraiment occupé de la vie familiale, du travail et des enfants. Et en tant que couple, on s'est complètement perdu. Ce qui est intéressant, on n'en a pas parlé, mais quand les femmes prennent beaucoup de poids et qu'elles n'ont pas forcément une facilité à le perdre, ça peut être aussi ça peut couper aussi le désir chez la femme, mais aussi chez l'homme. Oui, alors il y a déjà ce désir qui peut être coupé pendant la grossesse, parce que ce ventre qui s'arrondit, puis le fait qu'il y ait l'enfant à l'intérieur, pour certains hommes, c'est difficile. Donc on est tous différents par rapport à ça. Mais il y a après l'image de soi, parce qu'une
partie de la sexualité et du désir repose, heureusement ou malheureusement, sur le fait d'être désiré. Donc, si soi-même on n'accepte pas son image corporelle, on va avoir du mal à accepter le désir de l'autre vis-à-vis de cette image, et on va encore une fois se couper de nous et du plaisir qu'on pourrait prendre, parce qu'en même temps ce corps nous dégoûte. Donc l'idée que ce corps puisse prendre du plaisir, même ça nous dégoûte. L'idée que l'autre puisse en avoir envie, et on rentre dans un cercle vicieux où effectivement la libido disparaît. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais vous aviez encore du désir pour elle? Oui, bien sûr. Le désir n'a pas changé vis-à-vis d'elle parce que je l'aime. Donc pour moi, l'attrait physique, ce n'est pas un obstacle. On vieillit, on vit tous, on prend tous du poids. Bien sûr. Oui, non mais... c'est le plus important pour moi, et l'amour qu'on a pour la personne. Et pour vous dire, on s'était eu déjà il y a quelques mois de ça à l'antenne, et vos conseils ont été très très positifs, Brigitte, et je vous en remercie. Parce que, si vous voulez, en quelque sorte, il faut réussir à se retrouver. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'homme, on se sent rejeté. Parce que du coup, pas de sexualité ou moins de sexualité. Et du coup, on a l'impression d'être là pour la vie, mais pas pour le reste. Et c'est une chose qui est importante de partager un lien sexuel. Et de là, on a retrouvé une façon de faire, c'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver un peu ses 20 ans, c'est-à-dire se donner des petits rendez-vous par SMS, ou un jour un petit rendez-vous, de se dire tiens, on se rencontre tel jour. Comme un petit planning en fait, en quelque sorte, essayer de se redécouvrir gentiment, parce qu'effectivement le corps, il faut que madame accepte de pouvoir se laisser regarder, quoi. Et donc, si j'entends bien, vous êtes toujours ensemble et ça va mieux? On est toujours ensemble. Il est vrai que j'ai fait abstraction de certaines choses, c'est-à-dire d'avoir moins de sexualité, mais ça revient. Mais ça revient, voilà, petit à petit avec le. C'est long, hein. C'est très long, oui. Mais il faut être patient. Écoutez, bravo, parce que vous avez su visiblement la réveiller dans son désir, en tout cas dans son envie d'être femme. Puis vous avez dépassé l'idée d'être rejeté. Parce que c'est là que ça aurait pu devenir compliqué, c'est que du coup ça devient une affaire entre les deux, tu me rejettes, non je te rejette pas, mais je me sens pas désirable, etc. Vous avez su entendre ça et aller sur un autre terrain, qui est effectivement le terrain, écoute, tu sais quoi, on va en faire un truc exceptionnel. On en aura peut-être moins, mais on va avoir des rendez-vous de qualité, on va de nouveau jouer comme on aurait pu jouer au début. Et effectivement, je pense que, en tout cas, ça semble commencer à montrer des signes positifs. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est long pour retrouver surtout quand on attend. Confiance. Voilà, surtout quand on attend, effectivement. Mais après, il y a d'autres solutions. Mais oui. La masturbation est un lien qui est normal, que aussi bien chez la femme que chez l'homme, hein, bien sûr. Mais bon, ça a pu pallier pendant un certain temps, c'est sûr. Mais le seul conseil que je pourrais donner, et par rapport à mon expérience, c'est ne pas hésiter de refaire comme avant. C'est-à-dire les petits messages, on se donne un petit rendez-vous et puis on se cale un petit truc, comme si on n'est plus ensemble en fait, mais on se refait un truc de jeunesse. La reséduire en fait. Enfin, on n'est plus ensemble, il n'y a plus d'enfants, on est deux jeunes qui se rencontrent, ou même c'est pas une histoire d'être jeune, c'est on se rencontre de nouveau. Tout à fait. Mais dans ce que vous dites, peut-être aussi qu'il y a eu malgré tout, même si son désir était totalement éteint, elle avait encore envie d'être avec vous, de vous faire plaisir, et elle n'avait pas envie de perdre le couple. Je pense aussi, oui. Parce que sinon sinon ça mort. Marche pas. Hein. Ah oui, il faut que l'envie, en tout cas, de faire le lien avec l'autre reste là, quoi. Oui, ça se fait toujours à deux. Oui. Et puis, ce qui vous permet peut-être d'être encore patient, c'est que vous voyez que ça bouge quand même. Oui, c'est ça. Même si c'est moins récent,
mais ça bouge. Et donc ça va revenir d'ici quelques mois ou d'ici peut-être un an, je sais pas, peut-être à une normalité comme on avait avant. Alors, comme vous aviez avant, ça je ne sais pas, parce que Différente, mais ça peut être satisfaisant. Mais différente, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut vraiment vous dire. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que là, dans la plupart des couples, la sexualité change après l'arrivée des enfants. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est moins bien, elle est parfois meilleure. Hein, c'est pas... mais c'est quand même une expérience qui transforme les femmes. Oui, complètement. Ça, c'est notre premier, on en a eu deux. Le premier, bon, c'est un vrai changement parce que c'est le premier enfant, on ne sait pas comment faire, quoi faire. Le corps change. Après, on s'adapte en fonction du bébé. Le deuxième, c'est déjà autre chose. Mais coup sur coup, avec 1 et 2 enfants, du coup, le corps a beaucoup plus changé, ce qui est normal. Voilà. Oui, et puis c'est 2 enfants, c'est plus de temps encore à consacrer et qui donc prend sur l'intimité du couple. Hein. Oui, tout à fait. On l'a bien vu tout au long de cette émission. Hein. Le temps, il n'est pas élastique et forcément, ça prend. Tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est pas élastique comme vous dites, ouais, effectivement. Oui, donc comme on le compartimente, on est obligé de choisir qu'est-ce qu'on va prioriser. Et c'est là que c'est difficile parce que nous, les hommes, on aura envie de prioriser le dossier sexuel. Notre partenaire, elle est peut-être pas forcément d'accord. Elle a peut-être 10 000 autres choses à faire à ce moment-là. Et merde, il y a le créneau qui vient de passer et ce sera pas pour cette fois. Ben oui. C'est pas pour aujourd'hui. Faut l'entendre. Soit on l'aide sur le créneau à faire ce qu'elle avait à faire et on trouve un peu de temps pour nous deux. Ça marche aussi très bien. Soit on accepte et on crée des créneaux exceptionnels vraiment autour du couple, de se reséduire et de recréer du lien. C'est vrai qu'aussi pour faire ça, il faut avoir des personnes qui puissent nous aider à garder les enfants à un moment T, ou bien faire venir une babysitter. Moi, j'ai la chance d'avoir les parents qui peuvent garder les enfants de temps en temps. Donc effectivement, on privilégie ce petit créneau pour se faire un petit échappatoire. Bien sûr. De toute façon, on voit bien hein, les familles, quand elles sont trop dispersées, c'est plus compliqué. Quand il y a encore les parents, voire même les grands-parents, hein, d'ailleurs, ça facilite quand même bien les choses. En tout cas, bravo Patrick. Continuez, ne lâchez pas l'affaire, comme on dit. Et merci de ce témoignage. On va faire une petite pause. On va se retrouver avec le sexo-conseil du jour. Je vais revenir sur cette fameuse gorge profonde. Et puis, nous pourrons jouer également avec Lélo et nous accueillerons Soigne Dupont pour son livre « Fille de pute ». À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Philippe Arlin, vous saurez pourquoi dans un instant j'ai choisi ce sexo-conseil de parler de gorge profonde. C'était le titre d'un film pornographique très très célèbre, un des films qui a le plus marché d'ailleurs, un film américain. Et c'est aussi une pratique de fellation qui est assez controversée parce que les hommes adorent ça, hein, puisque plus ça va loin, paraît-il, à meilleur condition c'est. qu'ils soient capables d'aller aussi loin. Quand même. Et pour les femmes, c'est pas toujours simple parce que quand ça s'enfonce trop loin, ça peut donner envie de vomir, hein, puisque ça touche la glotte qui forcément est là pour éviter qu'on l'avale. Hein. Alors bon, évidemment, on va pas l'avaler, mais ça peut être très désagréable. Alors c'est un fantasme qui est très pratique, enfin très présent chez les hommes, mais en effet, le gland contre la glotte, ça provoque la nausée, hein, et donc c'est aux femmes de faire attention. Et c'est tout le propos de ce sexo-conseil. Cette gâterie va être possible à condition de tricher un peu. Et donc il faut placer 3 doigts, l'index, le majeur et le pouce réunis à la base du pénis. Et on aspire la verge autant qu'on peut, en baissant son menton, en appuyant son front sur le pubis. Et avec cet angle-là, on permet aux glandes de frotter non pas contre la glotte, mais contre le palais. Et ça donne une sensation pratiquement identique de gorge profonde et
du coup, le tour est joué. Et de plus dans cette position, surtout si votre autre main masque un peu l'action, ou si vos cheveux masquent un peu l'action, il aura vraiment l'impression d'être totalement englouti. Et donc avec la main, vous serrez bien à la base de la verge, et vous faites le même va-et-vient avec votre main qu'avec la bouche. Et voilà. Donc c'est important de rappeler ça, parce que sinon, si vous n'agissez pas avec votre main à la base de la verge et que l'homme veut absolument s'enfoncer, vous allez vraiment trouver ça très très désagréable. Et c'est très très désagréable. Et quant aux hommes qui poussent la tête des femmes, eh bien là, je crois qu'il faut vraiment qu'ils comprennent que c'est totalement insupportable pour les femmes. Et la main derrière la nuque, c'est non. Absolument, ça, il n'y a pas de consentement envisageable. Il faut vraiment Parce que de toute façon, si la partenaire en a envie, elle n'a pas besoin de la main, elle le fera, donc aucune raison de mettre la main. On est bien d'accord, hein. Sinon, voilà, donc rappelez-vous, bas les pattes, hein. Ouais. Allez, c'est encore le moment, pendant quelques minutes, de jouer avec Sud Radio pour gagner ce stimulateur clitoridien Scylla Cruz de la marque Lelo. Vous envoyez maintenant Brigitte au 7 20 18 par SMS. Vous vous inscrivez et l'un d'entre vous sera tiré au sort. Bonne chance à tous. Merci d'être avec nous, Swan Dupont. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est pour vous que j'ai pris ce sexo conseil, mais enfin, je suppose que vous l'avez deviné. Hein, vous êtes une spécialiste de la position. Du film, peut-être. Mais du film, oui, je savais. Non, j'avais bien compris. Parce qu'en effet, on vous avait reçu il y a quelques semaines pour cette bande dessinée qui s'appelle France Profonde, en référence donc à ce fameux film Gorge Profonde, dans lequel j'ai découvert d'ailleurs dans votre bande dessinée France Profonde, que je conseille aux éditions Albin Michel, que Gorge Profonde a fait plus d'entrées que Le Parrain. À l'époque de sa sortie, ça m'avait quand même sidéré, parce que Le Parrain, c'est quand même pas rien. Ouais, Le Parrain, c'était pas rien, mais il faut dire qu'aux États-Unis, à ce moment-là, enfin en 72, au moment de la sortie, il n'y avait pas forcément d'éducation sexuelle. Donc c'est un film, on se rendait aux séances en couple pour découvrir un petit peu ce qui se faisait et comment ça se faisait, parce qu'on n'en parlait pas, quoi. Donc d'où le succès. Alors rappelons quand même, et puis après on va parler de votre livre, bien sûr, Swan Dupont. Rappelons quand même que le scénario du film était quand même très drôle et intelligent, et c'était quand même autre chose, ces films porno à cette époque-là. En fait, c'était une femme qui avait un clitoris au fond de la gorge. Alors donc forcément, elle allait très 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 loin avec le pénis, puisque ça lui donnait des orgasmes. Hein. Voilà, c'était ça le petit gimmick. Elle jouissait de la glotte. Elle jouissait de la glotte, absolument. Alors est-ce qu'elle avait une glotte à la place du clitoris? Ça. C'est à voir. C'est qu'elle avalait par en bas et qu'elle jouissait par en haut. Faudrait revoir le film. Je ne sais plus, je me souviens plus. Bon, en tout cas, vous n'êtes pas là pour reparler de cette bande dessinée, bien sûr, mais vous êtes là pour nous parler de ce livre qui vient de sortir aux éditions Istia et Co. Ça s'appelle Fille de pute, Swan Dupont. C'est un titre volontairement provocateur, évidemment, mais c'est intéressant parce que vous racontez un peu votre parcours, et vous commencez par l'enfance. Et ce qui est intéressant, c'est que votre maman, donc, c'est une bonne maman, hein, une vraie maman, et votre père la quitte pour vivre avec une prostituée. Et donc vous passez une partie de votre enfance avec cette prostituée, et ça marque votre destin, si je puis dire. Ouais, bah déjà, je pense que toute la sexualité qu'on se crée une fois adulte, elle vient évidemment de l'enfance. Hein. On l'a construit entre la figure. Je confirme. Ouais, voilà, entre la figure de la maman et la figure du papa. Et moi, entre ces deux figures-là, il y avait donc cette belle-mère qui était prostituée. J'en ai jamais eu le fin mot, mais en tout cas, c'était les racontards du village, parce que dans tous les villages, il y a un idiot et une pute. Et là, en l'occurrence, c'était ma belle-mère. Et donc, ça a été la seconde figure féminine qui a influencé la construction de ma sexualité et de ma féminité à moi, parce que ma maman était alors très maman dans le sens pas très sexué, disons, quand à l'inverse, en face, il y avait cette belle-mère qui avait plein d'attirails ultra féminins, ultra sexués, et ça me laissait pas indifférente. Et en même temps, votre père quitte votre maman pour cette femme, donc ça vous montre aussi qu'en tant que femme, si on n'est pas sexué, entre guillemets, peut-être qu'on peut être quitté. Enfin, j'imagine que ça a quelque chose quand même de très très fort, hein.
Ouais, il y a ça, il y a le rapport à la sexualité et il y a aussi le rapport à la maternité. Du coup, c'est tout le complexe de la maman et la putain. C'est si on devient maman, exactement. Si on devient maman, est-ce qu'on perd pas un peu de sa sexualité ? Est-ce qu'on perd pas son mari ? Ouais, exactement. Et donc j'ai grandi avec cette idée que plus on était sexué et plus on gagnait, en tout cas sur les hommes. Donc d'où ma construction à moi. Il y a ces images-là. Et puis oui, il y a autre chose aussi. Votre père vous envoie Lolita d'Alizée quand vous avez 12 ans pour votre anniversaire. Alors c'est pas fait exprès, mais c'est quand même pas anodin non plus. Ouais, alors là pour le coup, je crois que c'est moi quand même qui avait demandé ce cadeau, mais c'était l'une des toutes premières figures, je crois, médiatisées, qui était hyper sexuée. Elle avait pas encore mon âge, mais elle était encore mineure pour autant. Et oui, dans son clip, c'était quand même une jeune fille qui allait fricoter avec un homme plus âgé, qui fuguait et qui amenait sa petite sœur sous le coude. Et en fait, dans mon village, et je pense dans tous les territoires ruraux, la construction de la sexualité, elle est quand même ultra différente. On n'est pas exposé aux mêmes images. On n'a pas les mêmes modèles non plus. Et là, en l'occurrence, ça passait par la télé et Alizée était en ligne de mire directe chez moi, quoi. Vous racontez donc toute cette partie de votre enfance, adolescence, dans toute la première partie du livre. Ensuite, vous racontez vos premiers émois sexuels, vos premières relations sexuelles. On voit quand même que votre sexualité, elle est très en dents de scie, j'ai envie de dire. Il y a à la fois beaucoup de plaisir et puis en même temps beaucoup d'envie d'expérience, d'aller voir ce que c'est. On pourrait dire ça ? Ouais, c'est une sexualité qui a évolué au fil de mes envies, parce que je me suis toujours sentie libre de faire absolument ce que je voulais. Je tiens à préciser, encore une fois, parce que c'est vrai que c'est assez rare maintenant, mais j'ai effectivement une sexualité qui est absolument pas traumatisée ni traumatisante pour moi, malgré toutes les expériences que j'ai pu faire. Et oui, je trouve que c'est un terrain de jeu formidable de pouvoir encore faire ce qu'on veut, de se rencontrer à travers des partenaires multiples, et que ce soit des femmes et que ce soit des hommes. Et ouais, je trouve que c'est intéressant. Moi, ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Et en même temps, c'était un moyen de me libérer. Et c'était moyen d'émancipation énorme. Oui, vous dites à un moment d'ailleurs que vous décidez que votre sexualité, c'est votre zone de liberté. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est pas encore très compris par beaucoup de femmes. Je vais vous répondre, puis après j'ai une question. Non, c'est compliqué, voire de dire ça, parce que ça renvoie justement à la pute. C'est-à-dire celle dont la liberté est dans la sexualité, c'est la pute. Voilà. Et moi, ma question, c'est la petite fille qui arrive chez cette femme. Forcément, il n'y a pas forcément de compréhension sur la sexualité, mais du coup, est-ce qu'il y a une admiration? Est-ce qu'il y a une peur? Qu'est-ce qu'elle représente, cette femme? Elle va nous répondre dans un instant. Swan Dupont, à votre question. Philippe Arlin, on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Arlin, sexothérapeute, et j'ai le plaisir de recevoir Swan Dupont pour la sortie de ce livre Fille de pute aux éditions Istia & Co. Et c'est un livre où on évoque réellement, vous évoquez réellement la sexualité, la construction d'une sexualité du moment de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et donc pour répondre à la question de Philippe Arlin, qu'est-ce que vous pourriez dire? Reposer peut-être votre question pour ceux qui nous... Ma question, elle est simple, c'est que vous êtes arrivé assez jeune quand même dans ce nouveau couple. Quel âge vous aviez? Ouais, j'avais 7 ans. Ah oui, donc ouais. Assez jeune. Et du coup, parce qu'évidemment, le mot pute, tout ça, on ne le comprend pas à 7 ans. C'est quoi l'image qui apparaît d'elle? C'est une femme libre? C'est une femme... qui a pris la place de maman? On est en colère après elle? On est quoi? Oui, au-delà du côté sexué, parce qu'évidemment, je comprenais pas tout ça. C'était surtout la femme qui avait volé mon père. Voilà. Donc il y avait une colère envers elle qui était justifiée par ça. Et après, du point de vue de la sexualité, je pense qu'il y avait quand même une fascination. En fait, je découvrais plein de choses que ma mère n'avait absolument pas. Il y avait une féminité que ma mère n'avait pas non plus. Vous sentiez le climat avec votre père?
Je me souviens pas de 2, non, mais je me souviens d'objets et j'en parle dans mon très dans bien, mon roman. Oui, c'est très décrit. Ouais, c'est de la lingerie que je connaissais pas jusqu'alors. C'est tout ce genre de choses quoi, que je découvre totalement. Ce vocabulaire de la sexualité qui apparaît à travers les objets. Ouais, et puis au-delà de ça, il y a une espèce de mouvance dans le corps qu'elle avait. Enfin, il y a quelque chose de très sauvage. C'est bête, hein, mais ça se joue dans les cheveux, ça se joue dans la démarche. C'est autre chose. Et peut-être aussi dans le regard du père. Ouais, je pense. Alors, et encore une fois, moi, je crois que j'ai effacé tout ça de ma mémoire de petite fille. Sûrement. Non, mais bien sûr, mais sans doute aussi dans le regard que le papa pose sur cette femme, qui n'est plus le regard qu'il posait sur la maman. Exactement. Même si, bien sûr, à 7 ans, on se souvient pas de tout ça. C'est intéressant parce que elle est décédée aujourd'hui, Bardot, mais vous en parlez. Vous dites la silhouette dénudée de Bardot, c'était encore la preuve que la femme putain gagnait toujours. C'est intéressant parce qu'on a vu aussi à la mort de Bardot comment quelque part cette image un petit peu de temps en temps en sous-texte revenait. Ouais, carrément. C'était une icône effectivement que j'admirais beaucoup, et en fait, on se dit que aujourd'hui encore, des années après Idiocrée à la femme, au final, ça n'a pas beaucoup changé, hein, ce rapport-là. Il y a toujours des filles qui dansent sur la table et qui s'enfuient avec d'autres hommes, et c'est toujours les mêmes qu'on traite de putes, parce que quand on rentre pas dans les petites cases et qu'on déborde un peu trop, c'est ce qui nous a... Voilà, c'est ça. Ou les deux à la fois. Oui. C'est souvent ça même. C'est souvent ça devient chouette. Ouais. Mais en même temps, je trouve, Swan Dupont, vous avez fait cette bande dessinée, vous écrivez ce livre, vous êtes très proche de tout ce qui est érotisme, pornographie, et vous ne vous en cachez pas. C'est aussi une manière de s'affirmer en tant que femme, au fond. Oui, je crois, mais en fait, c'est un moyen d'émancipation, encore une fois, énorme. Moi, c'est vraiment un sujet qui me fascine intimement, et je pense que ça me désole de voir qu'il y a encore énormément de tabous autour de ça, et même quand on parle même pas de pornographie, mais juste de sexualité, on voit qu'on enfonce des portes. Ça pose problème, et en fait moi j'aime bien rentrer un peu dans le tas, et quand ça pose problème, j'y vais d'autant plus fort. Le côté provoque un peu. Ouais, c'est ça. Et puis, provoque, oui, peut-être. Mais parce qu'on n'a pas trop le choix quand on s'affirme dans sa sexualité, dans son travail, puisque vous travaillez aussi dans ce domaine-là. Si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez vous faire de toute façon laminer. Et en plus, vous le dites, à un moment donné, je crois qu'à un moment donné, vous dites que vous adorez les hommes, tout ça, et que de toute façon, même dans la soumission, on leur reste supérieur. Donc vous avez vraiment cette sensation de cette puissance du féminin. Donc forcément, il faut que vous l'affirmiez, mais que vous en payiez le prix, parce que de toute façon, vous serez toujours l'ennemi de certaines femmes. Ouais, exactement. Et puis non, je pense que la sexualité, c'est un moyen, oui, de dominer les hommes, mais c'est aussi un moyen d'être transfuge de classe quelque part, quand on n'a pas la culture, quand on n'a pas le compte en banque, quand on n'est pas né avec tout ça, mais au final on peut quand même avoir sa propre sexualité, et ça peut nous aider à changer de classe sociale, à aller voir des hommes, je dirais pas au-dessus, parce que bon, c'est pas non plus de la hiérarchie, hein, c'est pas ça, mais non, mais transfuge de classe, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais alors du coup, c'est un hommage à cette mère pute? Non, on peut pas dire ça. Elle explique comment elle en est arrivée à être ce que vous êtes aujourd'hui, je crois. Ouais, c'est pas un hommage. En fait, je suis partie d'un constat. C'est une autobiographie, quelque sorte. Exactement. Ah oui, complètement. C'est très autobiographique. Hommage dans le sens reconnaître les racines qu'elle a pu avoir là-dedans. L'influence qu'elle a pu avoir chez moi, oui. Et surtout, en fait, c'était important pour moi de remettre les choses à leur place et de mettre en scène une prostituée héroïne qui n'est pas victime. En fait, aujourd'hui, je trouve que la prostituée, la travailleuse du sexe en général est toujours victimisée. Il y en a, évidemment, parce qu'il y a autant de prostitution qu'il y a de prostituées, mais c'est pas toujours que ça. Et même moi, je me suis un peu frottée à la prostitution pour voir ce que ça faisait, pour voir en fait si je devenais pas une victime en faisant ça.
Et en fait, non, tout va bien. J'ai peut-être la chance de faire partie de celle-ci, mais c'est pas si manichéen que ça, en fait. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. Et, bien sûr, et comme vous dites, il y a autant de prostituées que de prostitution. Enfin, il faut arrêter mais je crois quand même, d'ailleurs vous le dites bien, hein, les femmes, elles me font peur. Je pense que le problème actuel des femmes, c'est que on a beau parler sans arrêt de sororité, mais on voit bien qu'elles se montent les unes contre les autres, et c'est bien dommage, parce que de toute façon, si on est féministe, il faut laisser à chaque femme le droit d'être la femme qu'elle a envie d'être, me semble-t-il. Il n'y a pas de diktat à donner quand on est féministe. Ouais, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une mise en concurrence très courante, et en même temps, est-ce que ça passe pas par le regard des hommes aussi Mais je crois que c'est sur un espèce d'inconscient, conscient, peu importe. Il y a quelque chose qu'on a toujours pas remis en cause, c'est une espèce de croyance, la sexualité, ça appartient aux hommes. Donc, aimer le sexe, c'est être dans le camp des mecs. Donc c'est pour ça que beaucoup de féministes vont, à tort évidemment, s'attaquer aux femmes libérées sexuellement, parce qu'en gros, vous avez rien compris, que la sexualité, c'est l'ultime bastion de soumission aux hommes, et que, effectivement, quand vous dites que vous êtes libre et que ceci, elle a rien compris, elle se rend pas compte à quel point elle est soumise, à quel point... Et je crois que c'est vraiment ce truc qui rend encore la sexualité tabou, c'est les femmes qui ne se sont toujours pas appropriées la sexualité, comme visiblement vous l'avez fait, comme un vrai champ de liberté qui n'appartient ni aux hommes ni aux femmes, qui appartiennent à l'être humain, et on peut à partir de là créer une égalité. Mais tant qu'on pense que c'est du domaine des hommes, on finirait par croire qu'il ne faut pas aimer le sexe si on veut vraiment être féministe jusqu'au bout des ongles. Et je ne crois pas, et merci d'en témoigner. Non, mais je pense aussi qu'on est dans une époque où on intellectualise beaucoup la sexualité. Mais bien sûr. Alors que c'est un terrain sauvage, je pense. Enfin, c'est très animal, c'est très finalement. corporel. Ouais, exactement. Ça devrait être pas autant décortiqué que ça. Et on voit de la domination là où il n'y en a pas forcément. Ou alors ça peut être un jeu aussi. Mais moi, je me suis jamais sentie dominée par les hommes, comme je le dis dans mon roman. Quand bien même il y avait une domination physique, c'était pas une domination de genre pour autant, ni sociale d'ailleurs. Et aujourd'hui, vous êtes maman, hein, Swan Dupont. Je vous ai vu quand on a présenté la bande dessinée France Profonde avec votre bébé. Vous parlez aussi de ce parcours de maman. Hein, et vous osez dire des choses qui peuvent aussi choquer. C'est-à-dire que quand on a un enfant, le corps des femmes appartient déjà moins à la femme elle-même. Vous racontez aussi un moment, je crois, quelque chose d'assez horrible, hein, sur l'IVG. Ouais, alors... C'est horrible, non, enfin, je l'ai écrit de manière crue, en tout cas. Je pense que... Ouais. J'en ai le souvenir, en tout cas. Ouais. Et en même temps, je n'ai pas voulu le rendre plus provoque qu'il ne l'est déjà. Non, c'est une réalité. Ouais, c'est une réalité, mais elle est très opaque, cette réalité. Je trouve qu'elle reste entre femmes. Elle est assez... elle met à distance les hommes dans cette expérience-là, alors qu'en soi, en enfant, ça se fait à deux, hein, clairement. Et oui, il y a tout un rapport au corps et à la maternité. Et c'est vrai que c'est très particulier. En fait, évidemment que la sexualité, elle change quand on est maman, parce que voir son corps pendant 9 mois dédié entièrement à la construction d'un bébé, c'est pas ultra érotique. Et une fois que le bébé est là, c'est pareil. Enfin, disons qu'il n'y a pas une atmosphère propice à l'érotisme. Ah non, pas du tout, pas du tout. Entre les couches et les repas à préparer et tout, il faut vraiment se trouver des plages horaires convenues avec une bombe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Non, il faut. Ouais, complètement. Presque. En fait, il faut tout réapprendre, je crois. Il faut réapprendre une sexualité qui est différente. Ouais. Et en même temps, c'est génial de réapprendre parce qu'on repart presque de zéro. En fait, c'est trop bien. Mais réapprendre, et ça, je trouve ça intéressant. C'est ce que on ne dit peut-être pas assez aux femmes avant la grossesse, justement, que c'est quand même et les hommes ne s'en rendent pas compte et ne peuvent à la ménopause, on aura la même étape. C'est 2 moments où il faut réapprendre. Oui, c'est vrai. C'est moins violent, mais c'est moins violent, c'est différent, mais justement, c'est aussi une belle étape d'occasion de se redécouvrir, de se réapprendre, de se... Le fait, c'est une question un peu provocatrice, mais je vous la pose parce que vous parlez très librement, Swan Dupont. Et le fait d'être plutôt une jolie femme, ça aide ?
Ça aide dans le rapport aux hommes. Je pense, et en même temps, je pense que c'est plus une question d'être à l'aise ou pas. Et en soi, c'est pas tant une question de physique, c'est une question de... Et est-ce que... Je m'attendais à peu près à cette réponse-là, mais est-ce que ça nous met encore plus à mal avec les autres femmes ? C'est possible, c'est une question de regard, une question de compétition qui n'a pas du tout lieu d'être. Mais oui, je pense, en fait, il y a plein de choses. Il y a peut-être la jeunesse aussi. Il y a la jeunesse. Oui, en étant une jeune femme, moi j'ai été très jugée dans les milieux de la bande dessinée, notamment où les femmes un peu plus âgées me voyaient comme une rivale, oui. Complètement, alors que j'avais autre chose à faire à l'époque déjà. Non, il y a une mise en compétition qui est hyper cruelle, je trouve. Le féminisme, c'est là que c'est assez compliqué. Effectivement, on nous parle de sororité, mais en même temps... elle est très compliquée à atteindre, cette sororité-là, je trouve, parce que en fait, parfois, le féminisme veut quand même nous caler dans des cases aussi. C'est exactement ça. Parfois même pire que... je vais pas me faire des amis en disant ça, mais parfois les femmes veulent nous mettre dans des cases, encore plus que les hommes le font. Et il faut pas déborder, quoi. Et... Oui, mais je crois que c'est important que vous puissiez le dire de toute façon dans cette émission, où les femmes qui nous écoutent en général sont des femmes qui ont envie d'être la femme qu'elles ont envie d'être. En tout cas, c'est une émission qui permet ça. Et donc c'est important que vous montriez bien comment il ne faut pas se laisser enfermer dans les cases. Oui. En tant que femme, il faut être la femme qu'on a envie d'être. Et ça, on le découvre au fil du temps. On ne le sait pas quand on a 15 ans. Ouais, et puis pour moi, le féminisme, c'est être complètement libre et faire ce qu'on veut de son corps. La seule limite, c'est effectivement le consentement. Mais après, quand bien même on a beaucoup d'hommes, quand bien même on en change tous les jours, je trouve pas ça anti-féministe. Bien au contraire, je trouve que c'est un cri de liberté. C'est anti-rien du tout. C'est votre histoire, c'est votre développement. Si vous faites l'amour avec beaucoup d'hommes, ça en libère d'autres femmes qui n'ont pas envie. Et puis voilà. J'avais pas pensé à ça. En tout cas, c'est un joli livre qui peut permettre aux femmes de se trouver. Et puis, je pense que ça amusera beaucoup les hommes parce que c'est assez plein de détails croustillants. Ça s'appelle Fille de pute. Merci Swan Dupont. Merci beaucoup. C'est aux éditions Istia NC. Merci beaucoup Philippe Arlin d'avoir passé ces 2 heures avec nous. Et j'espère que on vous aura aidé à rester parents malgré l'arrivée des enfants. En tout cas, c'était le but de cette émission. Et puis, nous sommes tout de suite avec Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Et lundi, on se retrouve bien sûr comme tous les jours à 14h.